Bonjour Aline Izari. Bonjour madame, bonjour à toutes les familles du département. Vous êtes justement le président de l'UDAF. Alors c'est quoi l'UDAF? L'UDAF, c'est... qui ne sauraient pas. Mais oui. Alors l'UDAF, c'est l'Union départementale des associations familiales. Il faut savoir qu'il y a une UDAF dans chaque département. Ce sont des institutions qui ont été créées tout de suite après la guerre pour que la nation dispose à son sein une structure qui s'occupe justement des familles, de défendre les intérêts matériels et moraux des familles. Les UDAF font des missions qui sont définies dans le Code de l'action sociale et des familles, donc c'est du sérieux. 4 missions. Mais oui, 4 missions, c'est juste pas la volonté d'Aline Izari, mais c'est vraiment la loi. 4 missions définies dans le Code de l'action sociale et des familles. Une première mission qui est donner son avis. L'UDAF doit donner son avis dans le département s'il s'agit d'une question familiale. La deuxième mission, c'est représenter les familles dans les instances, les conseils, tout ce qu'on veut. Par exemple, les UDAF siègent dans les conseils d'administration des CCAS. Et la troisième mission, c'est la gestion des services d'intérêt familial. C'est-à-dire que l'UDAF peut gérer un service d'intérêt familial, soit à sa propre demande ou à la demande des pouvoirs publics. Et enfin, la quatrième mission qui consiste à ester en justice lorsque les intérêts matériels, moraux des familles sont menacés. Voilà. Alors, nous, on va rester sur votre première mission, c'est-à-dire donner votre avis. Ça me paraissait très important de vous avoir sur le plateau ce matin, quand on voit ce qui s'est passé cette semaine au lycée de Msangadoua, où on a des enfants qui ont été terrorisés par des voyous, un lycée où il y a 2400 ou 2200 élèves, enfin en tout cas beaucoup plus de 2000 élèves, en période de baccalauréat. Les enfants étaient confinés par les enseignants, enfin selon les procédures, la horde de terroristes, je pense qu'on peut les appeler ainsi, ont fracassé la porte d'entrée du lycée et ont ensuite fracassé les portes des salles de classe pour aller agresser et voler les enfants qui étaient confinés avec leurs enseignants dans les salles. Vous êtes donc le président de l'association qui défend l'intérêt des familles. Quel regard vous avez sur cette situation vécue par les gens qui sont du nord de Mayotte? Déjà une pensée à toutes ces familles qui ont subi ces horreurs, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Encourager aussi, saluer le travail que fait les associations des parents d'élèves qui sont dans le secteur, qui font un travail remarquable. J'ai eu moi-même à échanger avec un certain nombre de parents, d'acteurs, pour essayer au moins de les soutenir sur ces moments difficiles. C'est très difficile dans ce territoire qui est frappé malheureusement par ces genres parce que c'est vrai que nous avons tous été choqués par ces événements, mais c'est pas forcément le collège, le lycée Nord n'est pas le seul. Nous avons vu cette dernière fois qu'il y a eu une telle violence. Tout à fait. Alors, mais oui, il faut savoir que moi, je n'arrête pas de le répéter. C'est toute une organisation. Il faut qu'à un moment donné, on arrive à faire déjouer ces genres d'actes des terroristes. Il faut à la fois essayer de les jouer, mais aussi les requalifier, parce que c'est vraiment, c'est pas juste un ras-le-bol des jeunes, mais c'est vraiment des actes terroristes. Donc à un moment donné, il faut que l'État arrive à les qualifier. Donc à partir du moment où on a le qualificatif qu'il faut, peut-être que les punitions peuvent suivre. Moi, je pense que je suis persuadé qu'il y a toute une organisation sur le territoire il faut s'intéresser à un réseau. Oui, mais Aline Izari, je me mets à la place des élèves. Déjà, et on en reparlera après, certains ne veulent plus aller dans l'établissement. Et c'est normal, mais on va en reparler. Restons sur les violences. Comment on peut, vous qui représentez l'intérêt des familles, comment on peut expliquer à des familles, en tout cas les 2400 concernés par les élèves scolarisés, comment on peut leur expliquer que des gendarmes étaient présents, savaient que les jeunes étaient d'une violence incroyable et que ces mêmes gendarmes ont été obligés de fuir et ont laissé les voyous, les terroristes rentrer dans l'établissement scolaire. Il pouvait se passer n'importe quoi. Il y avait des bidons d'essence qui étaient présents, donc une volonté de tuer avérée, une volonté d'incendier l'établissement avérée. Et ça n'a rien à voir avec le rectorat, ça n'a rien à voir avec les familles, c'est surtout pas ce qu'il faut croire. C'est juste des terroristes dont on savait qu'ils allaient agir et pour autant, il n'y a pas eu de réponse. Et on a mis en danger les enfants. Bien sûr. Moi, ce qui m'a choqué, c'est d'entendre qu'il y a eu 0 interpellation.
ça aussi, ça pose réellement la question. Ça pose question. On se demande réellement si nos établissements sont suffisamment protégés. Je ne le crois pas. Parce qu'une bande de jeunes, une trentaine, qui entrent comme ça dans un lycée et qui font ce qu'ils veulent, parce que moi, les images, ce que j'ai vu, c'est ça. C'est qu'ils étaient sur un terrain où ils ont dominé, ils ont tout dominé. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire, ils n'ont pas tué. Et on se demande pourquoi. Voilà. Peut-être que c'était un message politique, d'ailleurs. Oui, peut-être, oui. Mais en tout cas, ces images-là, on ne les voit pas dans un état comme le nôtre. Donc, c'est encore plus inquiétant. Moi, je ne sais pas ce qui a été décidé, parce que je n'étais pas à la réunion qui a été organisée hier. Pas grand-chose, malheureusement. Mais je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré parce que des jeunes, peut-être qu'ils sont partis, ce n'est pas forcément des jeunes de la localité, je ne suis pas convaincu, mais des jeunes qui traversent des villages, des communes pour aller faire des massacres dans un lycée sans qu'ils soient inquiétés, parce que c'est ça aussi. Absolument. Et il n'y a aucune interpellation, donc ils peuvent répéter tous les jours et tout le temps ce genre de drame. Et voilà, donc moi je ne suis pas trop rassuré. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que partagent les associations des parents d'élèves qui étaient présents à la rencontre. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi aussi, j'ai posé la question. Alors, on a des enfants qui ont... Enfin, moi, je dis des enfants, c'était en situation d'élève, mais c'est des enfants, quand on est au lycée, on a entre 16 et 18 ans, on est encore un enfant, qui ont vécu des scènes d'une violence incroyable, qui ne veulent plus aller au lycée parce qu'ils ont peur et ils ne veulent plus. Quelle action, justement, l'UDAF peut mettre en œuvre vis-à-vis du rectorat, de l'État, pour que cette souffrance soit prise en considération? Mais oui, il faut déjà comprendre que ce soit les élèves ou les parents ou la communauté tout entière est choquée. C'est vraiment un choc collectif. Il faut, c'est à l'État de nous rassurer. Nous, à part, bien sûr, on aura toujours ces groupes de parole pour essayer d'expliquer. Mais expliquer quoi? C'est pas à nous d'assurer leur sécurité. L'UDAF n'a pas les moyens d'assurer la sécurité des établissements. C'est bien sûr de retourner auprès de l'État pour redire la même chose, c'est-à-dire que sécuriser assez les établissements scolaires, essayer à chaque fois de repérer ces jeunes et de les sanctionner quand il faut. Et comme je l'ai dit, il faut requalifier les actes maintenant. Donc à partir du moment où l'État prenne ses responsabilités, moi je pense que nous serons rassurés. Et puis à partir de là, on peut rassurer les familles. Mais aujourd'hui, les rassurer sur quelle base, je n'en sais rien. Alors, autre situation gravissime également, on refait le compteur du temps, on se met 3 semaines en arrière, on est à Tsunzu, où là c'est pareil, on a une bande de voyous sortis comme d'habitude des fourrés, qui caillassent abondamment tout ce qui passe, les voitures, les autocars. Et ces jeunes, certains de ces jeunes, pas tous, certains de ces jeunes ont lancé des cocktails Molotov dans les autocars remplis d'enfants, et ont positionné des cocktails Molotov également sous des voitures de policiers, dont une a pris feu d'ailleurs. Donc là c'est pareil, l'intention de tuer elle est réelle. Quand on balance un cocktail Molotov dans un autocar chargé d'enfants, c'est pas pour distribuer des crêpes, et quand on enflamme une voiture de policiers, c'est bien pour tuer. Pendant que les jeunes commettaient ces actes criminels, les parents de ces jeunes étaient assis autour et renseignaient leurs enfants sur les mouvements des policiers qui cherchaient justement à se positionner pour essayer de les interpeller. Ce sont donc des familles. Vous êtes président de l'UDAF. Comment on regarde une situation comme celle-là? C'est de condamner ces genre quand même de comportement, parce que lorsqu'on est parent, on est censé quand même avoir un comportement quand même qui soit... je sais pas, si moi je n'ai pas entendu ces éléments, mais si ces éléments sont exacts, c'est encore plus grave. Parce que si c'est les parents qui sont derrière, je suis encore plus inquiet que c'était juste les jeunes qui
qui font ce genre de... Et ce n'est pas la première fois que c'est signalé à Tsunzu, d'ailleurs. C'est de lancer cet appel en disant aux parents quand même que chacun prenne ses responsabilités et qu'on soit aussi garant de la sécurité des uns des autres. On ne soit pas... voilà, donc moi je suis choqué parce que j'arrive même pas à vous répondre tellement je suis choqué parce que j'avais pas ces éléments. Nous, ce qu'on fait, c'est la plupart du temps, c'est ce que nous faisons, beaucoup d'actions de parentalité effectivement pour essayer d'accompagner les parents sur des moments difficiles, hein, parce que nous, les parents que nous connaissons sont ceux qui viennent nous voir pour dire, bon, moi j'ai du mal à éduquer mon enfant, quelles sont les solutions que je pouvais me donner, mais on n'a pas les éléments pour aller expliquer aux parents qui montent quand même leurs enfants à faire des actes. Voilà, c'est déplorer et puis d'attirer l'attention aux parents qui sont tentés sur ce genre de choses, voilà, de ne pas les faire et voilà, que chacun puisse prendre ses responsabilités. Alors, sur un autre sujet difficile, et je suis désolée de tous les aborder, mais on a la chance de vous avoir sur le plateau, donc on en profite. La crise de l'eau, les coupures inopinées d'eau, on en a connu il y a une dizaine de jours, pendant 3 jours, quasiment tout le temps. Hier, en fin de journée, à nouveau, coupure inopinée. On sait que ça va s'accélérer. Quand l'eau est coupée, au bout de quelques heures, les écoles doivent renvoyer les enfants parce qu'il n'y a plus d'eau, donc des conditions sanitaires qui ne sont plus possibles. Voilà. Ça a des conséquences sur l'emploi, puisque forcément, je suis une maman, je suppose que vous êtes un papa. Quand votre école vous appelle, on dit... Voilà, quand votre école vous appelle pour vous dire « Viens chercher ton petit loup », bah, on lâche tout et on y va. Comment ça va fonctionner la société mahoraise pendant les 10 prochains mois sur fond de crise de l'eau et de possibles arrêts d'école à tout moment de la journée, et donc impact sur les entreprises et les familles. Bien sûr, ça impacte surtout, hein, comme on dit l'adage, hein, l'eau c'est la vie. Donc bien sûr ça va avoir des conséquences sur l'hygiène, sur la vie tous les jours. Puis ça va aussi avoir d'autres conséquences. Il y aura une pression pas possible, peut-être une pression qui va aller jusqu'à des conflits, parce qu'il faut à un moment donné chercher l'eau à des endroits. Donc ça va créer une autre crise sociale assez inquiétante. Et voilà, et puis ça va aussi avoir des conséquences sur le prix de l'eau, parce que là aussi il ne faut pas oublier que pendant que nous gérons cette crise de l'eau, d'autres vont profiter effectivement pour monter le prix de l'eau. Nous avons fait il y a eu déjà une intervention qui a été faite auprès du préfet pour demander à ce qu'on puisse contrôler à cette période le prix de l'eau, parce que ça va augmenter. Il semble que vous ayez été entendu. Oui, voilà. Après, nous sommes au début. On sommes au début de la crise. Les packs d'eau sont à des prix en ce moment raisonnables dans les supermarchés. Voilà. Donc ici, il n'y a pas d'eau. Malheureusement, tout le système va fonctionner au ralenti. Et donc les constructions, le bâtiment, tout ça, donc c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Moi, ce qui je déplore, c'est que la crise, on pourrait l'anticiper, parce qu'il y a déjà une quinzaine d'années, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas investi, on n'a pas. Donc voilà, je pense qu'on paye malheureusement les conséquences d'une mauvaise gestion des années. Moi, je situe le problème à une vingtaine d'années, 15-20 ans, donc on pourrait anticiper ce problème. Voilà, parce qu'à Mayotte, ce n'est pas un problème de l'eau, on marche sur l'eau, mais le problème, il faut investir pour l'avoir. C'est ça. Il ne faut pas juste compter sur la pluie. Sinon, ça, on sait faire. On peut aller tous les jours, aller chanter, comme l'avait préconisé d'ailleurs, prier. D'ailleurs, je salue ce qu'avait donné comme méthode le préfet, enfin non, pas le préfet, le cadi. Ça, on sait faire. Ça ne coûte rien. Mais lorsqu'on nous donne des sous pour investir, il faut le faire. Si on ne le fait pas, on paie les conséquences. Voilà. Et on est en train de les payer aujourd'hui. Malheureusement. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et puis, voilà, moi, je suis très inquiet. Et si des crises comme ça s'ajoutent, parce qu'on vient juste de sortir de la crise du Covid, après, là, on va enchaîner avec une crise de l'eau. On est fatigué à gérer des crises ici. Merci beaucoup. Merci à vous. Nizari. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.